Madame, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous seulement maintenant et merci de vous joindre à ces spaces qui commencent ce soir et merci d'être là. Merci à vous tous qui suivez Tazama RDC sur Twitter. Bienvenue dans ce space qui parle bien sûr de la question du dialogue, les dialogues comme solution à la crise d'IM23. C'est la solution proposée par la région, mais que Kinshasa ne veut pas. Quelle issue? On va en discuter ce soir. On va en discuter ce soir, Madame, Messieurs, avec bien sûr, bien sûr, comme invité pour ce soir, professeur Trifon Kike Moulumba. Il est professeur d'université, candidat, président de la République aux élections de 2018. Nous allons aussi échanger nous allons échanger donc avec l'honorable Ayobangira Safari, qui est honorable député national élu de la région de Massissi dans la province du Nord Kivu. C'est avec eux que nous allons donc discuter de ces sujets. Dès le départ, je vais devoir commencer par donner peut-être l'aperçu général en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo et du début en fait du conflit. Sachez que la crise actuelle a éclaté en novembre 2021 lorsque le groupe rebelle mouvement du 23 mars M23, en grande partie disparu depuis 2013, a attaqué à nouveau des positions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans les villages de Tchanzu et de Runyonyi dans la province du Nord Kivu, juste à l'ouest de la frontière rwandaise et ougandaise. Alors, il y a eu début des affrontements jusqu'à mars 2022 où les M23 s'étaient emparés des parties importantes du territoire des Hutu et aussi une partie qui contient la frontière avec le Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda. Mais ils ont envahi la base militaire de Rumangabo, mais ils n'ont pas pu réussir. Ils ont ensuite été repoussés vers le sud en direction de Goma et en juin, une autre branche d'IM23 opérant plus au nord a envahi la ville frontalière de Bunagana, forçant les soldats de l'armée congolaise à replier et d'autres à partir vers l'Ouganda. Alors, le M23, c'est un mouvement qui a commencé, donc qui s'est terminé plutôt en mars 2000, en novembre plutôt 2013 avec l'échec et une cohorte de quelques 1500 combattants, les restes qui a été combattu par l'armée congolaise et l'armée congolaise qui a donc battu ces rebelles. Un mois plus tard, c'est autour de 1374 personnes qui avaient été envoyées à l'école de formation militaire de Bianga en Ouganda pour y être démobilisées. En 2017, cependant, sans que l'on ne sache officiellement pourquoi ni où la majorité des ex-combattants donc avaient quitté les lieux. Les centres sera donc désaffecté des ex-rebelles d'IM23 et ils seront dans un endroit presque inconnu. Alors, les dernières nouvelles, comme vous le savez mieux, peut-être aussi que moi, les rebelles d'IM23 ont pris le samedi dernier le contrôle des grandes régions stratégiques du territoire de Rutshuru qui sont Kiwanja, Rutshuru au centre situé sur la route nationale numéro D, axe stratégique reliant les chefs-lieux de la province du Nord Kivu au nord de la province Nord Kivu, donc les villes de Butembo et de Beni et à la province de l'Ituri.
Ce sont les acteurs de la société civile qui ont annoncé cela et c'était à l'issue des combats qu'ils se sont emparés de cette cité de Kiwanja et des Hutu au centre, à plus ou moins 70 kilomètres au nord de la ville de Goma. Les rebelles sont à nouveau entrés donc, les rebelles sont actuellement donc au niveau du centre de santé des Rougari. C'est à près de 40 kilomètres dans la ville de Goma. De la ville de Goma au niveau au nord, les rebelles occupent jusque maintenant la région d'Engwenda dans les groupements de Bukoma sur la route Kiwanja-Ishasha. Là, ce sont les positions dans le nord. Alors, parlons de notre sujet de ce soir. Commençons par l'Union africaine qui, dans un communiqué conjoint, le président en exercice de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine sur la situation en RDC ont appelé toutes les parties à établir un cessez-le-feu immédiat, à respecter les droits internationaux de sécurité des civils et de la stabilité de la région. Ils exhortent en outre dans ce communiqué toutes les parties prenantes à s'engager dans un dialogue constructif dans le cadre du mécanisme de paix existant dans le cadre de la coopération de l'Union africaine pour la RDC et la région. À cet égard, ils appellent toutes les parties à participer de bonne foi au troisième dialogue qui devra théoriquement en tout cas commencer au troisième dialogue intercongolais de paix qui se tiendra du 4, c'est-à-dire qui commence demain jusqu'au 13 novembre prochain. Pendant ces temps, le M23 est accusé par les autorités congolaises d'être soutenu par l'armée rwandaise, ce qui rejette Kigali qui accuse à son tour l'armée congolaise de prêter main forte à des rébellions dont les anciens FDLR. Le mouvement est militairement soutenu par le Rwanda, estime Kinshasa, qui qualifie ce mouvement d'un mouvement terroriste et donc il est difficile pour l'instant et le gouvernement congolais, Kinshasa exclut donc la possibilité jusqu'ici des dialogues parce que Kinshasa estime avoir utilisé les voies diplomatiques. Félix Tshisekedi a donc conclu il y a quelques mois des accords bilatéraux avec certains voisins, expliqué il y a peu les ministres des Affaires étrangères. Il y a l'accord conclu avec le Rwanda en mars 2021 sur des opérations conjointes. Un accord similaire a été conclu avec le Burundi en juillet de cette année, ouvrant la voie au déploiement de l'armée burundaise dans les sites Kivu pour poursuivre les rebelles ougandais. Cependant, ces temps, il y a aussi le déploiement des Ougandais dans la région nord de la province du Nord Kivu, où ils sont dans l'opération Shuja qui est censée combattre les rebelles du M23, les rebelles plutôt de l'ADF. Alors, Kinshasa ne veut pas parler, ne veut pas en tout cas entendre parler de la question de dialogue pendant que les communautés régionales se mettent presque tout ensemble pour pouvoir parler de cette question pour aujourd'hui et pour en parler en tout cas. Comme je l'ai dit, madame, monsieur, nous allons recevoir donc professeur Trifon Kike Moulumba qui est professeur Trifon Kike Moulumba, qui est candidat président de la République en 2018. Il est professeur d'université. Il est aussi donc, il est aussi acteur politique en République démocratique du Congo. Notre deuxième invité dans ces studios, notre deuxième invité donc aujourd'hui sera professeur Ayobangira Sanvoura, Ayobangira Safari, je m'excuse, Ayobangira Safari qui est honorable député national élu du territoire de Massissi. Et c'est dans la province du Nord Kivu, c'est avec eux que nous allons devoir en débattre ce soir. Professeur et honorable, je pense que vous avez déjà vos invitations à pouvoir participer
euh, à pouvoir participer donc dans ces débats de ce soir. Honorable, d'abord, vous qui avez déjà pris les micros, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre, honorable. Et pouvez-vous nous dire d'abord pour commencer, quel est votre point de vue par rapport à cette question de dialogue qui est proposée par des communautés sous-régionales? Bon, il faut d'abord savoir que le dialogue, c'est en fait une option. Mais pour dire que c'est Kinshasa qui refuse en tant que gouvernement, je pense que les plus grands acteurs d'abord qui est pour le refus, c'est la population en soi. Donc c'est la population qui est majoritairement contre le dialogue et le gouvernement ne fait que mettre en action, qui appliquer, que se soumettre à l'esprit de la population. Et surtout que actuellement, on n'a pas, en tant que gouvernement, il n'y a pas vraiment un intérêt à négocier à un moment où les choses, les cartes ne sont pas encore entre les mains. Donc, pour vous, ce n'est pas une décision de Kinshasa, c'est plutôt une décision populaire. Non, c'est une décision de Kinshasa, mais qui a des soubassements. Et les soubassements les plus impératifs, c'est la population, et surtout en commençant par celle qui vit la guerre, donc celle de l'Est, qui est contre toute forme de dialogue. Et aussi au sein du gouvernement, dans toute chose, on va dans un dialogue lorsqu'on a toutes les cartes en main. Et pour le moment, ce sont des choses qui ne sont pas encore entre nos mains. Je pense que le gouvernement est en train de mettre en place des réformes. C'était ça, et en commençant par les changements au sein de l'état-major, de sorte qu'il puisse faire une montée en puissance des FADC. Et s'il y aura dialogue, parce que j'ai alors attendu un communiqué du ministre de l'Information qui, qui a dit que le gouvernement subit des pressions énormes afin qu'il soit contraint à dialoguer. Donc, je pense que pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose qui est d'actualité, mais c'est quelque chose, c'est une porte qui n'est pas encore fermée, qui reste ouverte, mais dont il faudrait d'abord attendre d'avoir toutes les cartes en main afin qu'on ne soit pas obligé d'aller dans un dialogue en étant déjà alors perdant. Ah, merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, honorable. Est-ce que vous pensez que vous, en tant que parlementaire, vous avez euh, une quelconque action à pouvoir faire dans ce processus maintenant qui est en train de se faire, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan de l'opération de dialogue, si jamais le gouvernement décide de changer d'avis? En tant que parlementaire, nous, c'est d'abord d'être la voix de nos électeurs, de transmettre la position des électeurs. Et la position de nos électeurs, c'est que, et pour le moment, elle ne ressent pas encore l'objet, la nécessité et l'urgence d'aller dans un dialogue. Mais aussi, c'est de préparer en donnant au gouvernement toutes les données est nécessaire afin qu'il puisse être en mesure de décider les bons moments et quand et comment faire un dialogue. Mais ça, je pense que ça sera fait et bientôt à travers la table ronde que le président il compte appeler et convoquer afin que tous les élus, les notables, que ce soit du Nord Kivu, de l'Ituri, on puisse échanger pour savoir quelle sera la suite en général, et pas seulement de la guerre à l'Est avec le M23, mais de toute la problématique et sécuritaire avec l'état des sièges et tout ça. C'est quelque chose qui est déjà en cours. Et nous, en tant qu'élus, on ne peut que faire, que jouer le canal entre la population et le gouvernement en lui transmettant les messages de la population, mais aussi en transmettant aussi à la population aussi les messages ou les instructions, les directives est décidé par le gouvernement.
Alors, Merci beaucoup. oui. Merci beaucoup, honorable. Professeur, nous vous avons déjà envoyé l'invitation à pouvoir prendre la parole en tant que speaker. Si vous pouvez peut-être nous répondre et peut-être bien vouloir participer. Professeur, si vous êtes encore là. Ah, vous êtes là, professeur. Bienvenue. Ben, Bienvenue, merci à vous, professeur. merci. Professeur, Merci à la vous, vous première question m'entendez? en tant que spécialiste des questions internationales, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui motive la communauté internationale à pousser autant la République démocratique du Congo à un dialogue avec les M23 pendant que, visiblement, comme l'a dit l'honorable Ayobangira, la population n'en veut pas, le gouvernement aussi ne trouve pas la pertinence. Qu'est-ce qui, selon vous, en tant qu'internationaliste, pousse? Quelles sont les motivations, en tout cas, de la communauté internationale, la communauté sous-régionale? Il y a eu les Nations Unies, il y a eu l'Union africaine, il y a eu les États de l'Afrique de l'Est. Et qu'est-ce qui pousse tout ce monde à pouvoir pousser la République démocratique du Congo sur la voie du dialogue? Ben, écoutez, est-ce que vous m'entendez là? Oui, professeur, nous vous recevons très bien. Merci à vous. Ben, écoutez, d'abord, je veux remercier l'honorable qui a pris la parole tout à l'heure. Bien sûr qu'il a raison. Il faut écouter sa population. Un gouvernement doit être à l'écoute de sa population, mais il faut que cette population soit informée entièrement et pleinement pour que son opinion soit pertinente. Et est-ce que notre population est entièrement et pleinement informée de ce qui se passe sur le front pour que son opinion soit pertinente? Voilà la question qui doit être posée. Alors, vous me dites quelle motivation pousse la communauté internationale à vouloir imposer, on peut dire ça comme ça, le dialogue. Ben, j'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de la communauté internationale. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Je pense que des débats comme ceux-ci, des débats si importants, vous devez pouvoir viser des personnalités qui sont en contact des questions pour que ces personnalités informent la population. Bien sûr que nous sommes en démocratie et que tout le monde peut s'exprimer, mais pour que tout le monde émette un avis pertinent, il faut que tout ce monde soit informé. On ne peut pas demander à un pousseur de pouce-pouce d'émettre un avis sur ce que le président Biden va dire, parce qu'il n'est pas forcément informé de ce qui se passe. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, cher ami, c'est que nous sommes en guerre. Quand vous êtes en guerre, vous êtes en guerre. Bien sûr qu'il nous faut maintenir toutes les voies de communication, mais nous sommes en guerre. Il s'agit donc de gagner ou de perdre cette guerre. Et il s'agit de gagner une cause, en l'espèce des territoires, vous l'avez dit, Bunagana, Kiwanja, Rutshuru Centre, Rugari, qui sont aujourd'hui occupés. Il s'agit donc de perdre cette cause, de perdre ce territoire.
gagner cette cause et ces territoires. Comment accepter de perdre des territoires et donc de perdre une cause? C'est la question à laquelle fait face aujourd'hui le gouvernement. Alors, en même temps, on accepte une voie ou on rejette une voie. Il faut savoir qu'il existe une autre voie. Et quand il s'agit d'une guerre, il n'y a qu'une autre voie lorsqu'on refuse le dialogue, c'est qu'il faut disposer d'une puissance de feu. Dans le cas d'espèce, il faut avoir des armes, des précisions et il faut avoir des professionnels. Est-ce que nous avons cette puissance de feu? Est-ce que nous avons ces professionnels pour imposer notre cause? Moi, je n'ai jamais critiqué en fait ceux qui sont aux affaires, qui par principe savent et donc déploient des stratégies en conséquence. Je ne suis ni en contact avec le ministre des Affaires étrangères, donc je ne sais pas exactement ce qu'il pense, ce qu'il a dans sa tête, ni avec le M23, dont je ne connais pas les objectifs suivis, ni avec tous ceux qui soutiennent ces mouvements. Et ni le gouvernement, ni les mouvements armés, ni ceux qui soutiennent ces mouvements ne communiquent. En tout cas, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent. Je resterai sur des principes. Le gouvernement congolais a raison de rejeter le dialogue. Le gouvernement congolais a raison de rejeter le dialogue. Mais en rejetant le dialogue, ne risque-t-il pas de tout perdre? Voilà la question. Comme je disais tout à l'heure, lorsque tu refuses d'avancer sur une voie, c'est signe que tu as les moyens d'avancer sur une autre voie. En l'espèce, des armes, puisque nous sommes en guerre, des armes, des dissuasions. Ben, vous me dites qu'est-ce qui pousse la communauté internationale? Cher ami, vous connaissez sans doute l'histoire, nos compatriotes connaissent l'histoire de ces pays. Ces pays n'est pas né aujourd'hui. Il y a des années, le Zaïre, aujourd'hui Congo, était craint. Et c'est peut-être des images qu'on oublie souvent, mais qui... Professeur, je pense que nous vous avons, je pense que nous vous avons perdu certainement. On va très très vite revenir vers vous, professeur, quand peut-être votre connexion sera en train de marcher. On va revenir auprès de vous, honorable. Honorable, euh, professeur, vous nous recevez? Oui, je vous écoute. Oui, professeur, l'autre question, en fait, c'est même la suite logique. Est-ce que vous pensez que, en rejetant les dialogues, le gouvernement congolais est sur un mauvais chemin, sachant que la voie militaire serait difficile? Je ne vous ai pas capté à la fin. Oui, professeur, pensez-vous qu'en refusant les dialogues avec les mouvements d'IM23, que le gouvernement congolais est en train de faire est en train de prendre une mauvaise décision, sachant que militairement, ça serait difficile? Mais non, mais écoutez, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas dans la tête de ceux qui décident. Je ne suis pas dans la tête du ministre des Affaires étrangères. Mais je fais confiance au ministre des Affaires étrangères, à ceux qui décident, parce que s'ils disent nous ne voulons pas du dialogue, c'est qu'ils ont les moyens d'avancer sur une autre voie. Voilà. Est-ce que aujourd'hui ils ont ces moyens-là? Dans le cas d'espèce, puisque nous sommes en guerre,
c'est gagner la guerre, refuser de perdre des territoires et renvoyer la guerre d'où elle est venue. Est-ce que nous avons ces moyens-là? C'est bien ce que j'étais en train de dire. Mais comment pourrais-je répondre si le gouvernement lui-même ne communique pas? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que effectivement, le M23 est en train d'avancer. Et nous n'avons pas aujourd'hui, en tout cas par ce que nous voyons, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de renvoyer le M23. Bien sûr, on voit l'Ouganda venir, le Kenya s'annonce, le Burundi s'annonce, où est là, l'Angola, la Zambie, voire le Sud-Soudan. Voici des pays qui sont dans notre pays. Ces pays sont-ils là pour nous aider ou pour nous finir? Je n'ai aucune réponse. Malheureusement. Merci beaucoup, professeur. On va revenir vers vous. On va revenir vers vous très bientôt, professeur. On va revenir à l'honorable. Honorable, vous êtes député, certes, vous êtes au niveau de l'opposition actuellement, mais pouvez-vous nous assurer quelle pression, quel système vous mettez en place pour s'assurer que si le gouvernement choisit la voie de la guerre, que le gouvernement met tous les moyens pour que la guerre puisse être faite au vrai sens du terme et qu'il y ait des résultats? Bon, tout d'abord, il faudra alors savoir que nous faisons partie de la majorité de l'Union sacrée. Donc, nous ne sommes pas, je ne suis pas membre de l'opposition, mais plutôt de la majorité. Et je pense que notre invité, le professeur Ekinke, que j'ai salué en passant, il a bien dit les choses. Il faudrait qu'on sache si vraiment le gouvernement a d'autres moyens, a les moyens de faire face à cette guerre dans d'autres canaux qui ne sont pas les dialogues. Donc, que ce soit à travers la poursuite des combats. Et pour cela, il y a des prérequis. Les prérequis, la première chose, et ce sont les moyens. Merci beaucoup, honorable. Mais comment vous assurez-vous la prise au en niveau du charge? Parlement? Et sur cela, on voit qu'il y a quand même deux sons de cloche. Et deux sons de cloche, nous avons vu là, alors, au niveau du front, il y a eu une unité. Et l'unité des combats en jungle qui a eu à... Honorable, vous êtes là? Honorable, vous nous recevez? Honorable, je pense que nous avons perdu l'honorable Ayobangira. On va revenir vers vous, professeur, sachant que à tous les auditeurs de ce space, nous sommes en train de dire que nous sommes ensemble juste après. Et pour cela, Oui, honorable, vous pouvez continuer. Et pour cela, je pense que il faudrait que nous, en tant qu'élus, mais aussi que la population en premier, on puisse donner un petit peu de temps au gouvernement, lui faire confiance et lui laisser vraiment faire un choix judicieux en connaissance des causes, en sachant réellement quels sont les moyens et les stratégies qu'il va mettre en place. Mais si on doit continuer à mettre la pression, à pousser le gouvernement et justement à prendre une posture qui peut-être en soi il n'est pas en mesure d'assurer de continuer dans la même posture. Donc il faudrait qu'on soit aussi conscient, qu'on soit un petit peu et qu'on soit ouvert à toutes les options. Mais dans chaque option,
qu'on soit en mesure d'être dans une position qui permettra à la République de sortir gagnante. Mais honorable, c'est depuis juin quand même que la région de Bunagana est dans les mains du M23 et on a laissé jusqu'ici le gouvernement le choix de prendre les décisions et le résultat est que maintenant le M23 est à plus ou moins 40 kilomètres au nord de la ville de Goma et que les villes stratégiques de Kiwanja et de Rutshuru sont dans les mains du M23. Doit-on toujours continuer à faire confiance? Mais, et vous savez, nous n'avons pas toutes les données en soi. Et vous voyez, nous n'avons pas toutes les données en soi, mais nous osons croire que et le gouvernement a toutes les cartes. Et toutes les cartes, c'est-à-dire il a au moins une vision globale en termes des forces qui sont en présence, en termes des moyens, en termes des défis, en termes des enjeux. Mais si nous voulons continuer à mettre une pression et, et montrer au gouvernement, il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul chemin, c'est lui couper toutes les cartes. Or, et toute chose n'est pas alors mauvais. On a eu à faire des dialogues. Il y a eu la guerre en 98 et je pense que le président et Kabila a su faire un dialogue, le Sun City avec le 1 plus 4, le chemin 1 plus 4, mais en fin de compte, il est sorti gagnant, il est sorti et victorieux et la République, la nation a échappé quand même à la balkanisation. Mais pour cela, il fallait faire des concessions. Et ces concessions-là, il faut savoir maintenant quelles sont les concessions, jusqu'à quel niveau la population est prête à accepter des concessions. Et c'est ça notre travail. Nous devons être, en tant qu'élus, rester en communication avec nos électeurs et montrer au gouvernement jusqu'à quel niveau la population est en mesure d'accompagner le gouvernement dans un canal, dans un chemin, et s'il optait pour un dialogue. Mais aussi, on doit être aussi encore un canal de transmission entre les stratégies du gouvernement pour qu'on puisse la faire accepter à la population. Et le problème est là, c'est que ce soit le gouvernement, il ne nous communique pas. Nous-mêmes, en tant qu'élus, nous ne sommes pas informés des stratégies actuelles. Donc, on ne peut pas savoir dans quel canal on peut l'aider, dans quel canal on peut l'accompagner. Et ça, c'est alors un déficit de communication. Et cela, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas à jouer le rôle qui devrait être le nôtre. Parce que la priorité, c'est de savoir comment le gouvernement, comment est-ce que la nation, comment est-ce que la République, comment est-ce que le pays va sortir victorieux, va sortir indemne de ces problèmes et de cette guerre-là. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, honorable. Heureusement, le professeur Trifon est encore là. Donc, professeur, on va d'abord commencer par la toute dernière préoccupation de l'honorable qui est par rapport à la question de la communication. Et certainement que vous n'avez pas toutes les cartes à main, comme vous l'avez dit dans votre précédent speech, mais comment, en tant qu'expert des questions de communication, vous avez été même professeur dans cette thématique-là, comment analysez-vous la clarté dans la communication de cette guerre? Qu'est-ce qui doit être amélioré selon vous, professeur? Mais écoutez, mon cher frère, c'est très difficile de répondre à une question comme celle-là. C'est se mettre à critiquer des choses que vous ne maîtrisez pas. Et on est en guerre. Et la guerre ne se communique pas systématiquement. On ne peut pas tout dévoiler lorsqu'on est en guerre. Ce qui compte dans une guerre, c'est le résultat. Et la communication devrait se dérouler au niveau des élus
encore qu'au niveau des élus, il y a des choses que l'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. Et dans les cas d'espèce, le gouvernement devrait pouvoir informer au moins sur ce qu'il veut. Nous savons qu'il veut absolument recouvrer l'intégralité du territoire et donc repousser les occupants d'où qu'ils viennent. Alors, ces occupants-là, qui sont-ils? Est-ce que c'est des Congolais? Est-ce que c'est des étrangers? Mais si c'est des Congolais, ils veulent quoi? Si c'est des étrangers, ils veulent quoi? Mais on sait très bien que l'M23, vous l'avez dit, a déjà été vaincu. Et je n'ai jamais oublié, c'est le jour même où l'ancien président d'Afrique du Sud, il avait dit enough is enough. La guerre, c'est assez, et c'est assez, il faut que la guerre se termine. Avant même, au moment même où il décollait, eh bien, l'M23 était vaincu. On sait très bien que c'est avec sud-africaine que cette victoire a eu lieu. Mais aujourd'hui, Oui, professeur. je vous en prie. Professeur, pouvez-vous? Professeur, si vous pouvez peut-être nous dire de selon vous, quelles sont les concessions que le gouvernement peut donner en optant pour la voie militaire? Des concessions en optant pour la voie militaire. Oui, professeur, oui. Et il n'y a pas de concessions en optant pour la voie militaire. La voie militaire, c'est vaincre les M23, c'est donc doter l'armée des moyens de frappe, des armes de précision, d'une puissance de feu. Il n'y a pas de concession. L'M23 est un mouvement rebelle, il faut le vaincre et il faut que le pays se dote de ce moyen-là pour repousser l'M23 d'où il est venu et donc se faire respecter. Vous savez, aujourd'hui, disons, le Rwanda, parlons du Rwanda, ne peut pas être attaqué par n'importe quel pays. Et disons, l'Afrique du Sud ne peut pas être attaquée par n'importe quel pays. L'Égypte, c'est la même chose. C'est parce que ces pays-là inspirent le respect par la puissance de feu qu'ils ont. Est-ce que nous avons cette puissance de feu qui inspirerait la crainte? C'est ça le mot, la crainte et donc le respect. Les États-Unis aujourd'hui ne peuvent pas être attaqués par n'importe qui parce qu'ils ont les armes de dissuasion. C'est pas n'importe qui peut s'amuser. Je le disais tout à l'heure, il y a sous le Zaïre de Mobutu, on était craint, on était respecté. Parce que nous étions un pays au centre de la décision africaine. Est-ce que nous le sommes toujours aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris? Finalement, aucun pays ne vient à notre secours. À l'époque, lorsque Kolwezi était attaqué par les gendarmes katangais, des forces étrangères sont venues à notre secours. Aujourd'hui, j'ai vu que des pays s'annoncent, mais est-ce qu'ils viennent à notre secours ou ils viennent occuper des terrains? Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'à nouveau, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Mais lorsqu'on a autant de pays étrangers dans votre pays, c'est un danger. Voilà, c'est ça que je dis, c'est un danger. Et ils viennent où? Ils viennent dans un espace qui est extrêmement riche en minerais.
ils viennent se servir. Est-ce qu'ils viennent nous servir? Je ne suis pas sûr. Quelle politique développer par rapport à ces pays qui viennent nous occuper? Eh bien, il n'y a que la montée en puissance de l'armée. Et il faut le faire aujourd'hui et maintenant. Il ne faut pas cette puissance de feu aujourd'hui. Bien n'importe quel pays, je vous ai parlé même du Sud-Soudan qui se permet de nous occuper quelque part. Ce n'est pas normal. Et je pense que nous sommes à un niveau où il faut absolument de conscience nationale. Il faut des options claires et nettes et il faut un plan sur 10 ans qui fasse que l'armée congolaise puisse être une puissance et qu'elle puisse faire peur et que le pays soit respecté. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci en tout cas pour cette idée. On va revenir auprès de vous, honorables, tout en rappelant à tous les auditeurs, en fait, que nous sommes en train de recevoir, bien sûr, vos demandes de parole. Vous allez certainement parler, mais juste après, vous pouvez toujours garder la main en demandant la parole. On va certainement vous l'accorder d'ici quelques minutes après l'intervention des intervenants de ce soir. Vous pouvez toujours garder la main, en tout cas, vous allez intervenir très, très bientôt. Honorable, vous qui êtes député et heureusement, vous êtes de l'Union sacrée, pouvez-vous nous dire, honorable, selon vous, est-ce que on est maintenant, la République est maintenant capable de prendre la voie militaire parce que tout le monde est en train de dire la voie militaire, c'est la voie la plus noble, mais la voie militaire a été optée depuis mars 2022. Aujourd'hui, nous sommes en novembre, ça va d'escalade en escalade. Est-ce que pensez-vous que la République est maintenant prête pour la voie militaire? Et si ce n'est pas le cas, que devrons-nous faire pour que ça le Bon, soit? bon, en fait, il faut savoir qu'en tant que nation, en tant que gouvernement, on ne peut pas avoir seulement une seule option. On peut avoir toutes les options ouvertes et l'essentiel, c'est de savoir quel est notre objectif et savoir comment est-ce qu'on peut l'atteindre. Et pour le moment, le dialogue ne semble pas être une bonne option vu que nous n'avons pas toutes les chances, et nous ne sommes pas dans une position qui nous permettrait à ce que nous puissions et faire avancer nos cartes. Et là, alors, on peut être dans l'optique de d'abord de remettre à niveau nos FRDC et enfin que sur le terrain, nous soyons aussi en mesure après, parce que toute guerre finit par un dialogue, que ce soit un dialogue interne, soit avec et soit alors une médiation, mais il faut savoir quand dialoguer. Il est toujours mieux de dialoguer on est en position de pouvoir défendre ses positions à lui, à soi. Et pour le moment, je pense que au niveau du gouvernement, ils sont dans une phase de renforcement d'abord des FARDC et d'une restructuration, le commandement, que ce soit au niveau de l'état-major, il y a eu des changements et je pense que les changements aussi, on a fait au niveau de la zone de défense et ça devrait aller et continuer jusqu'au niveau des régiments, des bataillons. Et après cela, et avec les renforcements en termes de logistique, après cela, en fonction de l'évolution, des évolutions sur terrain, c'est là qu'on peut maintenant songer à un dialogue. Et je tiens aussi à rappeler qu'en 2013, le gouvernement avait à mettre fin à la guerre du M23
Donc, nous étions à l'époque et sortis et victorieux. Mais même aussi après la victoire, il y avait quand même des discussions. Mais c'était des discussions en position de force, de sorte qu'à ce moment-là, le gouvernement n'a pas signé un communiqué conjoint avec les rebelles de l'époque du 1-23, mais chaque parti a signé un communiqué à part. Et ça, c'est un dialogue en position de force. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit aussi précipité en allant dans un dialogue dans lequel nous ne sommes pas en position de garantir le succès dans la défense de nos intérêts à nous, mais aussi nous ne pouvons pas aussi nous renformer dans une position de va-t-en-guerre sans pour autant avoir aussi les atouts de mener cette guerre. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Et c'est cette question qui a toujours été posée c'est cette question et c'est cette pensée, la réforme de l'armée, si ce n'est pas dans le sens de la diffusion d'un secret. Pouvez-vous nous dire à quand les résultats? Pouvez-vous nous dire cette réforme-là, parce que c'est depuis l'ancien président de la République, en République démocratique du Congo, il y a une pensée qui se développe disant qu'il y a une réforme de l'armée, qu'il y a une réforme au niveau de l'armée, mais curieusement, ces réformes-là se font toujours, mais on sent qu'il y a toujours, après des réformes, qu'il y a toujours besoin encore des réformes et des réformes encore. Les 5 dernières années, nous avons eu jusqu'autour de 3 chefs d'état-major et tous les commandements de l'armée qui a été modifié. Est-ce que vous pensez que ça prendra beaucoup de temps ou ça prendra peu de temps? Quelle est votre moyenne, honorable? Euh, Au niveau de la réforme de l'armée, ça demande un processus qui prendra du temps. Mais et ce qui est déjà bon, c'est qu'on a déjà une loi de programmation militaire. Et cette loi, c'est elle qui définit les stratégies et qui seront mises en place afin qu'on ait une armée vraiment professionnelle et dissuasive. Et c'est cette dissuasion qui nous permettra de garantir à long terme la sécurité de notre pays. Et pour cela, ça demande des moyens. Et là, nous avons eu à voter un budget dans lequel le budget de l'armée a été renforcé et nous devrons atteindre à peu près un budget de 1 milliard par an. 1 milliard par an pour l'armée, ça nous permettrait de réformer et de mener des réformes, mais surtout aussi de doter les FARDC en équipement. Donc, nous attendons voir les discussions qui vont être faites au niveau de la commission économique et financière afin que le budget qui a été repris, qui a été demandé dans le cadre de la loi de programmation et militaire soit fait. Et pour cela, il faudrait qu'on ait pour l'année 2023 et à peu près 1 milliard qui sera loué aux forces armées. Ah, merci beaucoup, honorable. Et je vais peut-être revenir au professeur. Professeur, je vous ai déjà envoyé l'invitation parce qu'à un certain moment, vous avez eu des chutes de connexion. Du coup, je vous ai déjà envoyé l'invitation à pouvoir parler. Si vous pouvez déjà récupérer, si vous nous écoutez, professeur. Professeur Trifon Kike Moulumba, peut-être que vous ne recevez pas, faute peut-être de la connexion, mais je vous vois en ligne. Je viens de vous envoyer encore à nouveau un message. Alors, on va peut-être avant que le professeur ne se joigne à nous. Honorable, je vais vous poser cette question. C'est
c'est le commentaire d'un... Je vais vous lire en tout cas ce commentaire, comme ça vous allez me dire ce que vous pensez. Lui, il pense My country before everything. Il pense que il n'y a pas de dialogue avec les terroristes du M23. Ils doivent uniquement déposer les armes et vivre comme tant d'autres. Derrière les M23, il y a Kigali qui vise ses intérêts malsains dans notre pays. Quel est votre commentaire? Je n'ai pas bien y capté. Il y Alors? a allô, honorable, vous nous Oui. recevez? Je Oui. disais ce commentaire, je vais paraphraser en une phrase, celui-ci qui dit que les M23 doivent déposer les armes et vivre comme tant d'autres, que derrière eux, il y a le Rwanda qui a des intérêts malsains autour du Congo. Et quel est votre commentaire? Je pense que justement au niveau du dialogue, hein, il faudra alors savoir on dialogue avec qui, on dialogue et pourquoi. S'il y a alors le Rwanda qui est derrière le M20 et 23, et c'est qu'il devrait avoir un dialogue entre pays, entre les nations, le Congo avec le Rwanda et l'Ouganda, savoir pourquoi est-ce que les pays voisins ils continuent à soutenir des mouvements. Pourquoi? Donc, il faudrait qu'on sache, on dialogue avec qui et sur quel sujet. Et les préoccupations du M23 qu'ils ont amenées, ils peuvent avoir aussi des préoccupations qui peuvent être légitimes ou pas. Mais ce n'est pas en prenant les armes, à ma connaissance, qu'ils auront un gain de cause. Et je crois que on a eu à nous informer qu'ils avaient déjà eu des accords, qu'ils ont eu donc, c'est qu'ils ont eu à dialoguer à un moment et un autre avec le gouvernement. Ils ont eu à signer des accords. C'est qu'il y avait un dialogue sans qu'il n'ait à nous informer, nous. Et, et malheureusement, c'est que ces accords-là, que ce soit le gouvernement, il ne les reconnaît pas. Et que ce soit même aussi les M23, ils ne nous en avaient pas leur informé tant que c'était encore dans le chemin. Euh, donc, et le problème qu'on a, c'est qu'on a des partis qui ne sont pas aussi ouvertes pour donner réellement les vraies causes, les vrais alors il y a problème. Mais les dialogues, fin des faits, il y aura alors un dialogue. Mais pour nous, c'est de savoir on va dialoguer quand, comment et, et avec qui. Quand, c'est quand nous serons en position de force. Et dialoguer avec qui? C'est dialoguer avec ceux-là avec qui on a des problèmes. Si on a alors un problème avec le Rwanda, qu'on dialogue avec le Rwanda. Si on a un problème avec l'Ouganda, qu'on dialogue avec eux pour qu'on sache. Mais si on doit alors dialoguer avec des partenaires qui eux-mêmes ne maîtrisent pas les réalités des causes de la guerre, et c'est un dialogue qui ne va faire qui nous ramène encore dans la case de départ et qu'on aura encore à redialoguer encore. Et c'est ce cercle vicieux des dialogues qu'il faudrait qu'on puisse mettre fin, qu'on ait une fois pour toutes un dialogue qui nous permet de, de clarifier tous les problèmes qui sont, que ce soit des problèmes internes au pays, on dialogue entre nous les nationaux, que ce soit des problèmes avec nos voisins, et là, alors, on dialogue avec les pays voisins et la région. Euh, mais tout cela, on ne peut que le faire que si on a toutes les cartes en main et éviter d'être emballé aussi dans un processus de dialogue dont on ne maîtrise pas encore les cartes. Merci, merci beaucoup, honorable. Heureusement, professeur, vous êtes déjà de retour. En fait, professeur, il y a cette autre question d'un autre auditeur de ces spaces qui dit comment faire les dialogues et faire en sorte que la République ne puisse pas intégrer de Rwandais dans notre système de sécurité. Professeur, professeur, vous nous recevez? Vous m'entendez? Oui, maintenant nous vous attendons. Vous pouvez y aller, professeur. Bien. Alors, vous me dites
comment faire le dialogue? Mais le dialogue, pourquoi? Le dialogue, pourquoi? Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne pousserai pas le pays à ces dialogues, personnellement. Et bien sûr, si j'étais au courant de ce que veut le M23 et de ce que veulent les soutiens du M23, qui sont pour moi à l'extérieur, et tout le monde le sait, sans doute des puissances, forcément des puissances étrangères, alors il faut parler avec ces puissances-là. Et faire le dialogue avec les M23, on l'a dit, c'est un énième dialogue. Et je pense que le M23 est la suite logique des divers mouvements qui sont nés à Goma, l'AFDL, RCD, CNDP, ainsi de suite. Aujourd'hui, le M23, demain, il y aura M24, M25. Donc, je pense qu'il s'agit aujourd'hui de régler pour le Congo définitivement tous ces problèmes. Et il n'y a qu'une solution, à mon avis, et ce n'est pas par le dialogue, c'est par la montée en puissance de l'armée, des forces de défense. Et c'est dans la compréhension des problèmes sous-régionaux et internationaux et dans la compréhension de et dans le monde. Donc, si nous avons compris notre rôle, si nous montons en puissance notre armée et donc à nouveau le respect, eh bien, on n'aura pas assez de l'AFDL, du RCD, RCD ceci, RCD cela, CNDP, M23, M24, M25, M26. Vous savez que le président Kabila avait reçu des miniers quand il était question de la révision du code minier. Mais il y a des compagnies minières qui l'avaient menacé en disant nous, on sait faire bouger les lignes là où nous sommes. Alors, est-ce que c'est par est-ce que l'M23 représente ces puissances financières? Ça me paraît évident. Alors, il faut que le Congo, plutôt que d'aller au dialogue, il faut que le Congo se réorganise plus que jamais, se réorganise et reprenne conscience de ce qu'il représente dans la sous-région et dans le monde et inspire le respect. Voilà, c'est la seule façon. Le dialogue, pour moi, pardonnez-moi, c'est du n'importe quoi. C'est un signe de grande faiblesse. Nous n'avons pas attaqué l'M23, nous n'avons pas attaqué un pays quelconque pour aller au dialogue. Nous devons défendre nos territoires. Et pour défendre nos territoires, nous devons inspirer le respect. Et nous, c'est le rôle de notre pays dans la sous-région, dans le monde, comprendre les enjeux dans la sous-région. Professeur, je pense qu'il y a quelques soucis avec, je pense qu'il y a quelques soucis avec la connexion. Ah oui, Pardon? vous êtes de retour. Vous pouvez y aller, professeur. Vous pouvez y aller. Ah, vous pouvez continuer. Vous m'avez perdu. Oui, mais maintenant nous vous Ouais. captons très bien. Donc, moi, je disais que je serais triste de voir mon pays aller au dialogue avec les M23. C'est signe de grande faiblesse aujourd'hui.
Mais peut-être que c'est la seule solution aujourd'hui. J'en sais rien. Mais c'est signe de très grande faiblesse parce que nous n'avons pas occupé le M23, nous n'avons pas fait la guerre à un pays quelconque. C'est le M23 qui nous mène la guerre et clairement, le M23 a des soutiens à l'étranger. Et je pense qu'il nous revient de comprendre le rôle qui est celui du Congo dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Et donc, monter en puissance l'armée et se faire respecter. Il n'y a que ça et rien d'autre. Nous n'avons pas attaqué un pays. Nous n'avons pas fait la guerre au M23. C'est le M23 qui nous a fait la guerre et je ne peux pas comprendre ces revendications. Si c'est des revendications politiques, qu'ils se transforment en partis politiques et qu'ils se battent comme tout parti politique. Mais si c'est pour occuper des territoires, eh bien, ça n'a pas de sens. Mais ceci dit, je veux être humble. Professeur, je pense que nous avons encore perdu le professeur faute de connexion. Une toute dernière question à vous, honorable. Euh, la connexion avec le prof qui ne marche plus. Une toute dernière question à vous, honorable. Quelle est notre voie de sortie finalement? Et quelle stratégie utiliser pour pouvoir sortir, pour que les pays puissent en sortir indemnes de cette situation? Parce qu'on note quand même qu'il y a des avancées militaires de la rébellion et qu'à un certain moment, il faut stopper cela. Et on note aussi qu'il y a un besoin de dialogue au niveau de la communauté internationale et on note aussi les besoins populaires et gouvernementaux de la République démocratique du Congo de ne pas faire ces dialogues-là. Ouais, bon, je pense que la voie de sortie en soi, c'est de reconnaître que nous avons affaire face à des... Nous sommes une nation qui quand même est convoitée, que ce soit par nos voisins, mais aussi par la communauté internationale. Et je pense qu'il y a eu un article qui est alors ressorti de la journaliste belge et Colette et Brackman qui a dit très bien que le Congo n'a pas d'amis. Les seuls amis du Congo, c'est le peuple congolais. Il faudrait qu'on mette ça alors en tête, qu'on sache qu'il n'y a aucun pays qui a vraiment intérêt à ce que le Congo soit un pays stable, parce que ça serait une puissance qui ferait de l'ombre aux autres, qui ferait de l'ombre et surtout d'abord aux voisins. Mais il faudrait qu'on puisse aussi essayer de revoir notre diplomatie et revoir et savoir jouer des différents blocs. Nous venons d'être membres de la communauté East Africa, mais nous étions aussi avant, depuis bien avant, membres de la SADC. Et le groupe de la SADC, il y a beaucoup de nations qui nous avaient aidés en 2012, en 2013. Et je pense qu'il serait mieux de voir comment les approcher encore, approcher des pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud, les Zimbabwe, afin qu'ils nous aident à, à, à améliorer la donne militaire sur terrain. Et dès que la donne militaire sera améliorée et sur terrain, que nous serons en position de force, et là, alors, on peut aller alors au dialogue. Mais que ce soit un dialogue dans lequel nous avons toutes les cartes en main, dans lequel nous avons au moins le contrôle de notre destinée. Mais si on se soumet à un dialogue à ce moment-ci, dans une position qui ne nous avantage pas, et surtout dans une médiation qui est un petit peu floue. Et je ne vois pas les Kenyans et continuer à faire à assumer une médiation. Et en même temps, tu vas faire une médiation, tu assumes une médiation. En même temps, tu as aussi des troupes au Congo. Ça sera alors difficile et je ne sais pas si leurs troupes viennent pour faire avancer le dialogue ou viennent et mettre fin à la guerre. Donc, c'est alors un petit peu fou. Il faudrait que le Congo puisse prendre
sa destinée en main et choisir, non, je veux parler avec tel partenaire qu'il m'aide. Et si c'est pour les problèmes de guerre, il y a eu des partenaires qui nous ont déjà aidés, que ce soit et pendant la première guerre du Congo, la deuxième guerre du Congo, du RCD, que ce soit au niveau du M23 en 2012, en 2013, il y a quand même les pays de la SADC qui nous ont fortement aidés. Et je pense que ça serait une erreur de continuer à les maintenir à l'écart alors que nous pouvons avoir un appui et, et conséquent de leur part pour essayer de rectifier la donne au niveau du terrain et après dialoguer, rester ouvert au dialogue parce que nous serons d'un moment à un autre amenés à dialoguer, mais il faudrait que ces dialogues répondent à notre calendrier à nous, que nous-mêmes nous avons choisi, mais que ce ne soit pas un calendrier qui nous a leur imposé. Merci beaucoup par rapport, je pense que ça serait la prochaine question. Je rappelle que nous sommes avec le professeur Trifon Kike aussi. Heureusement qu'il vient d'être là. Professeur, bienvenue, parce que c'est même la question. En 2013, le président Joseph Kabila, à son époque, avait reçu notamment l'appui de la SADC pour pouvoir mettre fin à la rébellion d'IAM 23. Et en 2021 et 2022, l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a préféré beaucoup plus tourner la main vers les East African Community, les États de l'Afrique de l'Est. Plusieurs personnes sont en train de penser que c'est une solution qui n'avait pas marché. Pensez-vous que l'East African Community est la bonne communauté avec laquelle discuter et sur laquelle s'appuyer sur des questions sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo par rapport à la SADC, professeur? Professeur, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, nous vous attendons, professeur. Vous avez écouté la question ou je peux peut-être y revenir? Répétez la question, s'il vous plaît. Oui, professeur, pensez-vous que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, sur laquelle s'appuie l'actuel président de la République par rapport à la SADC, sur laquelle s'est appuyé l'ancien président de la République en 2013 pour mettre fin à M23, pensez-vous que l'East African Community est maintenant une bonne solution pour la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, un bon partenaire en fait? Bon, écoutez, cher ami, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est difficile de juger les gens, de juger les politiques lorsque on est si loin de ces gens et lorsqu'on ne connaît pas l'ère politique. Moi, je pense que aller à la communauté des États de l'Afrique de l'Est est une bonne chose, c'est un grand marché. Et Je pense que de vous déployer des possibilités pour vos marchés. À nouveau, moi, je fais confiance à ceux qui ont des dossiers en main. Il y a un ministre qui a poussé à ce que le Congo adhère à cette communauté des États de l'Afrique de l'Est. Cette question avait été débattue au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, et donc adoptée par les élus. Je fais confiance. Maintenant, il y a la SADC, effectivement, qui avait été utilisée à l'époque par l'ancien président Joseph Kabila, par les biais de l'Afrique du Sud, qui nous avait aidés. Bon, ceci n'exclut pas l'autre. Tout le problème est de savoir, finalement, on fait quoi là? C'est ça. Et c'est la question des diplomates.
est-ce que nos diplomates sont à même de voir clairement les intérêts du pays et où ils sont? Est-ce que la défense, le ministère de la Défense est à mesure de nous dire que voilà, c'est plutôt cette option que l'autre? Et à nouveau, on disait tout à l'heure, on ne communique pas. Et nous n'avons pas des éléments là-dessus. Et puis tout à l'heure, les membres de l'Union sacrée, moi-même, comme vous le savez, je suis membre de l'Union sacrée, je suis quand même la troisième personnalité qui a porté ce pouvoir, je veux dire le président au pouvoir, avec Caméré, tout ça. Mais il n'y a pas de réunions qui se tiennent. Je ne sais pas à quel niveau ça se tient, mais j'ai confiance. Mais à nouveau, ce sont les résultats qui comptent. Et les résultats tels que nous le voyons ne sont pas toujours ceux-là. Mais ça ne veut rien dire. Peut-être que nous nous préparons à de lendemains meilleurs. Peut-être, peut-être. À nouveau, je fais confiance. Je n'ai pas les informations, mais je me dis, je ne pense pas qu'un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Défense, puisse lever des options qui aillent et les RCD. Ça, ce serait bien dommage. Donc, c'est aujourd'hui et maintenant, que nous... Professeur, je pense que nous ne vous recevons plus, faute de connexion. On va vite prendre quelques idées de la tutosphère. On va commencer par Josué. Josué Kabanda, je rappelle que vous êtes président, vous êtes un leader communautaire en ville des Goma. Vous êtes aussi expert des dialogues démocratiques, ce qui est très intéressant. Euh, Professeur, je pense que la connexion ne marche plus. Je pense que la Et connexion ne marche plus. Voilà. Josué, vous êtes à Goma, vous êtes aussi président de la jeunesse. Pouvez-vous nous dire, Josué, vous me recevez, pouvez-vous nous dire d'abord comment vous vous sentez en ville de comprendre Goma, sachant que c'est à 40 kilomètres de Goma? Premièrement, merci pour la parole accordée. J'ai suivi les interventions du professeur Trifon, mais aussi de l'honorable Ayobangira. C'était des interventions très riches. Nous avons beaucoup appris. Et ici à Goma, nous vivons la psychose, nous vivons la peur et en même temps nous vivons la colère. La population... Allô? Joseph, vous pouvez continuer. Joseph, vous pouvez continuer. Je pense que le prof a toujours un problème de réseau. Ah, ok. En fait, cette guerre se joue dans plusieurs dimensions. Il y a une dimension populaire, il y a ce qu'on appelle l'ancrage social. Et là, c'est une réussite. Il y a toute une mobilisation du peuple congolais autour des FRDC. Il y a toute cette mobilisation qui manifeste contre l'agression de notre pays, ce qui nourrit cette cohésion nationale, cette unité nationale. Et là, c'est vraiment une réussite. Mais la plupart des fois, les efforts de la population sont trahis par nos dirigeants qui semblent ne pas écouter ce que demande le peuple. Le peuple a demandé depuis longtemps la rupture diplomatique avec le Rwanda. Notre gouvernement a pris le temps pour réagir. Et pourtant, on devait passer les messages bien avant et avancer pour montrer à la face du monde que moi, nous sommes contre ce qui se passe dans notre pays et nous n'acceptons pas l'occupation du pays par le Rwanda et l'Ouganda aussi. Actuellement, la société civile est en train de demander la préparation des opérations conjointes entre les FRDC et UPDF
Pour la simple raison est qu'on ne peut pas en même temps venir soutenir les FRDC pour combattre les ADF et en même temps soutenir les M23 pour occuper nos terres et conquérir tout un territoire. Et bientôt, c'est Goma qui est menacé. Donc, les dialogues, nous en avons connu de plusieurs natures avec les CNDP. Et ici, il faut souligner que les M23 n'étaient pas partie prenante au dialogue de Nairobi de 2009. Donc, une partie qui n'était pas, qui ne fait pas partie de l'accord qui avait été signé entre le gouvernement et les CNDP, je ne vois pas en vertu de quoi ces mouvements peuvent se prévaloir de revendiquer des accords dont ils ne sont pas partie prenante. Les CNDP avaient pris fin avec les accords de Nairobi de 2009 et avaient pris la décision de devenir un mouvement politique. Nous avons un parti politique au Congo qui s'appelle CNDP. Les militaires et animateurs du CNDP étaient amnistiés et d'autres étaient intégrés dans l'armée et même dans la fonction publique, dans le gouvernement. Donc, la naissance du M23, en tout cas, a un autre agenda et n'est pas une continuité des revendications des accords de Nairobi du 23 mars. Donc, ici, clairement... Localement, en tant que jeune, que pouvez-vous nous dire par rapport aux questions des desiderata? Que désirez-vous au sein de la jeunesse de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu en général par rapport à la résolution de ces problèmes d'IM23 actuellement? En fait, je demanderais à la population de rester lucide, à la jeunesse particulièrement, de rester mobilisée, d'organiser la résistance et de faire face à cette énième agression du Rwanda, de se désolidariser. Actuellement, le M23 est en train de multiplier les discours appelant les jeunes à se joindre à eux. Donc, je vais demander aux jeunes de rester patriotes, de continuer la pression contre le Rwanda, de continuer à lutter au travers des actions non violentes et d'appeler à tous les niveaux, que ce soit aux acteurs nationaux, régionaux et même internationaux, de s'impliquer et de soutenir la RDC. La RDC fait face à une agression et nos cris doivent être écoutés, notre colère doit être écoutée et notre besoin de voir notre province en paix, en tout cas, doit être la préoccupation de tous les acteurs de paix au niveau international. Il y a la question de déplacer, je demanderai à ce que nous soyons en tout cas tous mobilisés, que nous puissions nous être solidaires avec eux, qu'ils puissent traverser ces moments difficiles. Au lieu donc, vous êtes survivant d'une guerre et après venir mourir dans un camp, dans un site de déplacés, en tout cas, c'est horrible. Donc, au gouvernement, nous demanderons vraiment de soutenir notre armée, de mobiliser notre armée, d'équiper notre armée pour que notre armée puisse vaincre les M23. La population de Goma, la jeunesse en particulier, est prête à soutenir les efforts de guerre, à se joindre à nos forces armées et de combattre les M23 et jusqu'à les chasser de notre pays. Donc, principalement, et ainsi que de milliers de jeunes de la province du Nord Kivu, nous sommes contre les dialogues, nous sommes contre les négociations avec ces terroristes. Nous n'avons que la seule option, l'option militaire, s'il faut en tout cas mener des actions pour mettre fin au M23, il faut couper ses racines. Et le M23 n'est que l'arbre qui cache beaucoup de choses. Il faut couper ses racines et mettre fin à ces mouvements une fois pour toutes. Donc, c'est ça, moi, mon intervention pour le moment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais devoir revenir sur les
professeur se joigne à nous en attendant que le professeur et l'honorable Ayobangira se joignent à nous qui doivent certainement avoir un petit problème avec la connexion. Parmi les meilleurs commentaires, celui qui dit la stratégie du Rwanda est connue. Alterner les attaques et faire des offres de négociation. La liberté d'une nation dépend du rapport de force qu'elle établit avec les autres, estime Ivan Vangu Ngimbi, à qui nous disons merci pour ces commentaires. Je vais revenir auprès du professeur qui est déjà là, en fait, auprès du professeur avant de pouvoir donner la parole à Fabrice qui a demandé donc la parole, avant de pouvoir donner la parole à Fabrice. Professeur, vous aviez un ajout par rapport à la solution qu'il faut mettre. Vous aviez parlé bien sûr de la réforme rapide de notre armée. Avez-vous un autre ajout par rapport à ce qu'il faut faire dans l'urgence pour terminer avec cette guerre et pour que la partie du territoire congolais qui est occupée par les M23 soit plus vite récupérée par les forces armées de la République démocratique du Congo? Écoutez, comme je l'ai dit, hein, dans l'entame de cette espèce, nous sommes en guerre. Et quand vous êtes en guerre, eh bien, il faut faire la guerre. C'est-à-dire, il faut des armes. Il n'y a pas une autre solution. Et je comprends parfaitement ce que veut la population. Et il faut faire la guerre et la gagner. Et pour faire la guerre et la gagner, il faut monter en puissance l'armée. Mais en même temps, il faut maintenir ouverts les canaux de communication avec tout le monde, mais faire la guerre. Donc, il n'y a pas une autre solution. Et je ne vois pas comment le Congo irait aujourd'hui au dialogue avec les M23. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je n'ai pas parlé avec les ministres des Affaires étrangères, mais je ne vois pas comment le Congo irait au dialogue aujourd'hui avec les M23. Et à nouveau, ça serait la grande faiblesse, le M23 qui a été chassé à l'époque de la réunion de Nairobi, que je sache, et qu'aujourd'hui, revoir les M23 venir au dialogue ou le Congo aller au dialogue, ça veut dire que la décision qui avait été prise à l'époque n'était pas bien pensée. Et ça, c'est pas bon. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a pas une autre solution, il y a une solution militaire. Nous avons été attaqués, nous avons des territoires à défendre. Il nous faut nous doter des moyens pour faire face à cela. Voilà qui va inspirer le respect. Et il n'y a rien d'autre à faire. À nouveau, oui, il faut laisser les canaux de communication ouverts, mais faire la guerre. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Professeur, vous nous captez? Oui, je vous écoute, je vous capte là. Oui, professeur, je lisais un commentaire de la part de Paul Lumami qui dit, je pense que nous devons résoudre ces problèmes récurrents qui revient. C'est la question des Congolais d'origine rwandaise. Tant que ce n'est pas réglé, le Rwanda utilisera ces prétextes pour asseoir leur agenda en exploitant ces vices. C'est vraiment une question qui a toujours été tabou au sein de l'opinion congolaise. Professeur, est-ce qu'il y a un problème par rapport, vous êtes un homme politique depuis très longtemps et vous aviez participé à plusieurs stratégies dans ce pays. Est-ce qu'il y a un problème politique par rapport aux personnes qui sont qualifiées de Congolais euh, qui sont rwandophones? Mais écoutez, personnellement, je vais vous dire la vérité, il n'y a
absolument aucun problème que je sache. Ni hier, on a vu Bisengimana être le directeur de cabinet de Mobutu, ni aujourd'hui, on voit un ministre qui est Munyamulenge, Alexis Kisaro, qui est un grand ministre chargé des travaux publics, je crois, et des infrastructures. Et c'est une position clé dans la reconstruction du pays. Et il prend la parole au gouvernement, il peut dire des choses et il dit des choses. Hier, on a vu Robert Roy, qui était l'un des 4 vice-présidents de la République. Quels sont les problèmes qu'on aurait? Au niveau de l'armée, que je sache, on a aussi des officiers de la communauté, j'allais dire, rwando-congolaise, des Congolais rwandophones, et moi, je ne vois aucun problème du tout. Merci beaucoup. Quel problème il y aurait? Je ne connais pas ces problèmes, je ne vois pas qu'est-ce qu'on fait à nos frères rwandophones dans ce pays. Rien. Alors, utiliser ça comme prétexte, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent clairement? Est-ce qu'ils veulent un jour donner la présidence à un rwandophone? Pourquoi pas? Mais il faut passer par la voie électorale. Il n'y a pas une autre voie. Voilà ce que je peux dire à ces compatriotes qui a posé la question. Merci beaucoup, professeur. On va vite donner la parole à Fabrice. Fabrice Nkayi, vous êtes avocat spécialiste des questions de droit fiscal et je vais exactement vous poser une question en ce qui concerne, est-ce qu'il y a des mesures économiques qui peuvent être prises dans le cadre de cette guerre pour soutenir la République démocratique du Congo? Répondez vraiment en 30 secondes, Fabrice. Merci beaucoup, Tanzambi. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que la question mérite bien une réflexion parce que faire une guerre lorsque la situation économique du pays n'est pas stable, c'est très compliqué. Je pense que notre gouvernement doit penser à cette question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le plan des importations, vous savez, depuis l'occupation du M23 de Bunagana, il y a un poste frontalier important du pays qui a été coupé. Donc voilà, le pays a été coupé des recettes douanières dans ce sens-là et des impôts aussi. Alors, je pense que le gouvernement doit penser à cette question. Mais moi, je voulais revenir encore sur la question pour poser la question aussi au professeur Trifon, qui nous dise, parce que lui, il a quand même dirigé, il a fait partie d'un gouvernement, c'est-à-dire il y a des choses que nous, peuple, nous ne connaissons pas, mais eux, ils doivent connaître, qui nous disent vraiment quelle est la motivation qui pousse les M23. Quelles sont les motivations de cette guerre? Qu'est-ce que les M23 veulent? Pourquoi le gouvernement, depuis que nous avons commencé à dialoguer avec les rebelles, la même chose ne revient qu'après 2 ans, après une année, après 2 ans. Donc, j'aimerais savoir quelles sont ces motivations qui poussent les M23 à nous attaquer à tout moment. Et puis, cette guerre impacte sur la situation économique de notre pays, sur la situation des investissements. Je vous dis, il y avait un trafic déjà entre Bunagana et Goma. Et Bunagana faisait partie des points importants pour les trafics, pour les commerces. Aujourd'hui, tout est coupé. Donc, j'aimerais savoir vraiment qu'est-ce qui motive les M23, puisque si on pouvait dire, voilà, c'est parce que ce sont des rwandophones, non, mais ce sont nos frères. Les Nyamulenge sont nos frères. Mais pourquoi? Quel est le problème? Quels sont ces accords que le gouvernement
a signé ou avait signé avec ces gens pour qu'aujourd'hui, que la population souffre. Merci beaucoup. Je pense que je Merci. m'arrête là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on va devoir poser cette question au professeur quand il sera là parce qu'il a peut-être quelques soucis de connexion. Il va certainement nous revenir. On va vite donner, vraiment, essayons de respecter la parole parce qu'on a déjà dépassé les temps. Euh, Antoine Florent, si vous pouvez prendre la parole et nous dire, selon vous, vous, d'ailleurs, vous êtes journaliste et analyste politique, sur cette question du dialogue, pas de la question de la guerre, mais sur cette question du dialogue, pensez-vous que vous, les journalistes, en fait, nous, les médias, sommes en train de couvrir exactement tel que cela doit l'être, selon vous? En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'avoir accordé la parole. Quant à moi, je dirais la directive du dialogue n'est pas du tout bonne. C'est mieux de faire la guerre au Rwanda parce que le dialogue que le M23 est en train de, vraiment de chercher, de proclamer, sera une façon de leur privilégier. J'ai pris part dans de plupart d'espèces où nos frères du Rwanda, les Tutsis, sont en train de réclamer le dialogue. Donc, le chemin du dialogue, là, nous disons non. Et puis, pendant que je suis en train de voir les personnes qui sont en train de suivre ces espèces, je vois quelques images de ceux du M23 qui sont dans ces espèces. Ils attendent tout. Ils sont en train d'attendre. Donc, quant à moi, je dirais que nous n'accepterons jamais que le président de la République signe un accord ou soit accepte donc, n'accepte pas un dialogue. Donc, nous sommes obligés de suivre le chemin de la guerre, faire la guerre avec le Rwanda. C'est ça un peu ma contribution. Mais sinon aussi, le professeur Kinke Moulumete, là, je devrais lui poser une question, mais malheureusement, il n'est plus en ligne. Ah, il n'est plus en ligne. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va donner vite la parole à Antoinette. Antoinette, quelle est votre contribution par rapport à notre question de ce soir? Antoinette, vite, vraiment en 30 secondes, vu que les temps courent derrière nous. Oui, bonsoir. Je ne suis pas Antoinette, mais c'est Apatride. C'est Apatride et je vous dis bonsoir à tous. Bonsoir de m'accorder la parole. Donc, je vais aller vite à ma question. J'aimerais bien poser la question au professeur Kiki Moulumba. Comme je me suis surnommée apatride, donc je me considère aussi comme apatride parce que je suis un Congolais de la diaspora et que je n'ai plus ma nationalité congolaise. Donc, ma question, c'est ça. Donc, comme on a nos frères Banyamulenge qui paralyse tout un peuple pour revendiquer des accords, je me posais la question, maintenant, si nous, de la diaspora, demain aussi, les 20 millions de la diaspora, on prend aussi des armes, qu'on vient aussi paralyser aussi le Congo et revendiquer les accords, est-ce qu'on va aussi négocier? Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On va prendre Edouard qui a vraiment demandé la parole depuis trop longtemps. Edouard Montari, en 30 secondes, c'est quoi votre contribution avant que nous ne puissions terminer? Edouard, vous êtes là? Edouard, vous nous recevez? Bon, en tout cas, ça sera par ici que nous allons mettre un point final à ces débats de ce soir. Vous avez été un millier, en tout cas, à nous écouter ce soir. Je rappelle que nous parlons de la question de M23 dialogue, une solution proposée par la communauté, plusieurs communautés sous-régionales et l'Union africaine qui est la communauté régionale de la République démocratique du Congo, mais qui n'est pas une option pour Kinshasa. Quelle issue? On en a discuté avec le professeur Trifon Kike Moulumba.
Il a été candidat à la présidentielle de 2018, cadre de l'Union sacrée. Il est aussi professeur d'université. Nous avons été aussi dans cet échange avec l'honorable Ayobangira Safari qui a été qui reste jusqu'à maintenant. Il est député national élu de Massissi. Il est membre aussi de l'Union sacrée. Madame, Messieurs, dites merci à la grande équipe des Tazama RDC si vous avez aimé les sujets et tous les débats et toute la préparation qui s'est faite. Merci surtout de continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Merci de continuer à nous faire tout les feedbacks et à la semaine prochaine pour l'autre space avec certainement un autre sujet qui, nous espérons, va vous intéresser. Les débats aussi se poursuivent. C'est dans les chats en commentaire par rapport à ces spaces. J'en vois déjà 29 qui sont en commentaire, en discussion. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous avoir très, très bientôt dans un autre space. Au revoir.